Vanacam Réunion Radio, au fil des mots. Bonjour aux auditeurs de Vanacam Réunion Radio. Nous avons aujourd'hui dans les studios une invitée de marque, donc de passage à La Réunion, Madame Shilpa Devi. Shilpa Devi, bonjour. Bonjour, Vanacam. Vanacam. Vous êtes une auteure franco-pondichérienne, donc de passage dans l'île. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette émission culturelle de Vanacam Réunion Radio en tant qu'auteur. Et je crois que vous avez écrit votre premier roman, donc, qui s'intitule Pondichéry, la sensuelle. Oui. Tout de suite, pour entrer en matière, je vais vous demander de nous décrire un peu votre personne, qui est Shilpa Devi. Donc, premièrement, merci de m'accueillir sur votre plateau. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous, et surtout à l'île de la Réunion. Donc, je suis née à Pondichéry, un ancien conteur français dans le sud-est de l'Inde. Mes parents sont tamouls et de nationalité française. Et moi-même, je suis française de troisième génération. Donc, j'étais baignée dans une double culture franco-pondichéryenne depuis mon enfance. Donc, j'étais scolarisée dans un collège puis dans un lycée français. Oui. Et donc, je parlais couramment français. Vous êtes déjà dans la double culture? Oui, depuis mon enfance, oui. Et à la maison, on parlait tamoul. Ma mère m'a appris à lire et à écrire le tamoul. Vous avez donc écrit votre premier roman, Pondichéry, la sensuelle. Est-ce que vous pourriez revenir un peu pour nous sur la manière dont s'est construit ce premier roman? Donc, c'est des histoires de femmes écrites par une femme pour d'autres femmes, pour résumer. D'accord. Donc, j'ai posé le décor à Pondichéry, qui est ma ville natale, et j'ai pris pour héroïne des femmes tamoules. Donc, ce sont des histoires d'amour qui vont servir de socle pour traiter des sujets d'actualité et surtout des sujets qui concernent les femmes. D'accord. Et comment ça se passe pour le processus de création chez vous? Il y a des moments où vous écrivez en particulier? Non, j'ai pas vraiment de discipline. De toute façon, je suis arrivée dans l'écriture par hasard. À un moment donné de ma vie, il y avait une quête identitaire. Donc, j'avais besoin de me plonger dans mes racines pour pouvoir me trouver moi. Donc, c'est parti de là, je commençais à déverser mes états d'âme dans mon journal. Et petit à petit, je commençais à écrire des textes poétiques. Et puis après, ça s'est transformé en nouvelles. Et au bout de 3 ans, ça s'est transformé en un roman. Votre roman s'intitule Pondichéry. Oui. Et la sensuelle, mais avec l'orthographe de la Pondichéry ancienne. Oui, c'est Pondichéry que j'ai connu dans mon enfance et mon adolescence, donc je voulais absolument maintenir cette appellation. La nouvelle s'appelle Puducherry et je ne m'y reconnais pas du tout dans cette appellation. Et dans Pondichéry, il y a de la nostalgie un peu dans cette appellation, dans cet intitulé pour vous? Bien sûr, ça me rappelle tous mes souvenirs d'enfance. Et puis c'est la douceur de vivre. Pondichéry est une ville qui a un passé colonial très imprégné par, je veux dire, au niveau de l'architecture, de la douceur de vivre. D'accord. Et est-ce que quand vous écrivez, il y a de la musique? La musique est présente chez vous? Oui, bien sûr, les arts sont très présents, aussi bien dans mon roman, vous retrouverez des instruments de musique, la peinture, la danse. Donc, pour l'instrument de musique, j'ai choisi la bina, chère à mon cœur, que j'ai appris quand j'étais jeune. Et pour ce qui est de la danse, j'ai choisi le Bharatanatyam. Qui m'évoque beaucoup de souvenirs d'enfance parce que j'avais une petite voisine à côté de chez moi qui dansait le Bharatanatyam. Et la première fois que je l'ai vue sur scène, ça m'a beaucoup marqué et émue. Donc j'ai voulu... Vous n'avez pas été attiré par cette danse? Non, pas vraiment. Moi, c'était la bina que j'aurais aimé apprendre quand j'étais jeune. Mais bon, mes parents, ils étaient focus sur les études. Donc j'avais
j'avais pas trop le choix. Tout était axé sur les études, la scolarité, donc tout le reste était mis de côté. Donc c'est dans le tard, c'est quand j'étais jeune adulte que j'ai commencé à apprendre la vina. D'accord. Et en fait, dans votre travail d'écriture, est-ce que la famille, enfin, est-ce qu'il y a vous avez des personnes autour de vous qui jouent un rôle dans... Oui, bien sûr, je me suis inspirée de mon enfance, Oui, des personnes de mon entourage, notamment de ma lignée familiale? maternelle, oui, Oui. familiale, maternelle, oui, oui, bien sûr, j'ai donné vie à ces personnes à travers les personnages de mon roman, donc vous allez retrouver des femmes qui sont très proches de ma lignée maternelle, oui. D'accord. Vous rencontrez des soutiens aussi par rapport à cette lignée familiale? Je veux dire, vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent un peu dans vos entreprises d'écriture? Au niveau de ma famille, non, je me suis lancée un peu toute seule, en autodidacte, oui, D'accord. j'avais besoin d'écrire, donc j'ai pas fait d'atelier d'écriture ni de cours j'ai pas pris de cours, donc je me suis lancée un peu. Oui. Je suis soutenue un peu dans mon cercle amical, Oui, oui. mais bon, j'ai plus mes parents depuis longtemps, donc voilà, D'accord. c'était justement ça que je voulais. Voilà, je voulais partager tout ce que j'ai reçu, non seulement l'héritage culturel, mais aussi tout ce que j'ai reçu en tant que femme tamoule. Voilà, je mets tout ça en lumière dans mon roman. C'est une façon aussi de faire vivre à travers ces personnages les femmes de ma lignée. D'accord. Et en fait aussi, bon, tout un aspect, un aspect culturel, parce que j'ai vu dans votre livre, il y a quand même beaucoup de portraits, à travers ces femmes, on voit beaucoup d'éléments qui composent le paysage de Pondichéry, en fait, que ce soit au niveau religieux, culturel, etc., Oui, l'environnement. Non, moi j'ai noté voilà, en fait, beaucoup d'informations sur le territoire, quoi. oui, bien sûr, je voulais mettre en lumière Pondichéry et aussi les femmes tamoules. Je narre dans mon roman leurs désirs, leurs rêves, leurs frustrations. Là, on rentre directement dans l'intimité des femmes tamoules. Tout ce qu'elles traversent en tant que femmes, c'est... je parle aussi des tabous féminins, de toutes les croyances et conditionnements qui vont avec. Et puis, l'idée principale de mon livre, ça reste quand même l'épanouissement féminin, l'épanouissement personnel. Donc ça passe pour moi par les messages annexes, c'est l'émancipation féminine, la sororité et bien sûr l'amour. D'accord. Parce que en fait, dans cette cartographie de l'intime au travers des 6 nouvelles de femmes tamoules, peut-être on va se répéter, mais c'est ce qui a déclenché véritablement cette envie d'écrire sur ces femmes? Quel est un peu l'élément qui a joué là-dessus? Et l'élément, je veux dire peut-être un peu le truc direct, hein, le déclencheur direct, et puis quel est un peu votre message à travers justement ces personnages? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer un peu comme message? Je pense qu'il faut être un petit peu révolté pour écrire sur ce sujet, non seulement de par mon vécu, mais aussi de tout ce que j'observe depuis mon enfance, pas seulement en Inde, mais aussi en France, pas seulement dans le milieu familial, social, mais aussi dans le milieu professionnel. Donc voilà, l'heure est à la parité, donc les mentalités ont du mal à bouger. Les femmes ont eu quand même le droit de vote en 1944. Oui, tout à fait. Et, avec le général de Gaulle. Oui, et depuis, c'est... Oui. Bon, tout le monde parle de parité, mais bon, c'est pas très ancré encore concrètement dans la vie. Ça n'a pas beaucoup avancé encore. Oui, il y a encore beaucoup de... Oui, c'est vrai que que ce soit au niveau des salaires, il y a toujours des inégalités de traitement encore. Et puis oui, il y a
il y a aussi toutes les inégalités, non seulement sociales, mais aussi au niveau familial, au niveau... il y a toujours cette chape. Là, ce livre, c'est juste pour donner une impulsion aux femmes qui se sentent à un moment donné frustrées ou piégées dans leur vie. Il y en a qui sont très bien dans leur vie, qui sont épanouies. Ce livre, c'est plus pour les femmes qui se disent « bon, c'est le karma, la fatalité ». Là, c'est pour dire non, prenez votre destin en main, tout est possible, il faut se donner les moyens. Et surtout ne pas rester dans la victimisation, mais voilà. Oui. Mais en fait, c'est vrai que ces derniers temps, la parole des femmes s'est beaucoup libérée. Oui, bien sûr. Et donc on est un peu dans cette mouvance-là, dans cette dynamique, je pense. Hein, et moi, ça a toujours été, déjà depuis enfant, moi, j'ai pas accepté ma place de fillette qu'on m'attribuait dans la famille. Donc je savais qu'il y avait... que je ne pouvais pas faire les mêmes choses au niveau professionnel et même pour les études, pour tout ce qui... Voilà, il y avait toujours des inégalités entre l'éducation d'un garçon et l'éducation d'une fille. Donc, le garçon est toujours favorisé par rapport à la fille. Donc, et je le vois toujours, même de nos jours, je le vois, c'est inconscient, c'est ancré dans les mentalités. Oui. C'est comme si le garçon, en 2020, il avait beaucoup plus de facilité, même si les mentalités évoluent, mais elles évoluent trop doucement, à mon avis. D'accord. Et en fait, je veux dire, mais après, vous faites bien la part entre votre ancrage de la société française et en même temps le regard que vous portez sur les femmes tamoules de l'Inde, sur le contexte de l'Inde. Oui, bien sûr. Moi, je m'estime très chanceuse parce que, bon, je suis née française, ce qui m'a permis de venir continuer mes études en France. Voilà, ça fait une 30aine d'années que je vis en métropole. Donc, je vis depuis enfant, presque, je vis ma vie... je suis sur mon propre chemin. J'ai décidé de ce qu'allait être ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et les femmes indiennes, encore la majorité, elles sont quand même broyées par ce carcan de tradition, et elles sont toujours soumises au qu'en dira-t-on. La famille est très... entre guillemets, castratrice au niveau de l'épanouissement féminin, dans tous ces aspects. Et je veux dire, cette capacité peut-être à dire non de temps en temps, ça vous semble primordial? C'est essentiel, c'est essentiel. Mais on ne pousse pas la petite fille à dire non. Bien sûr, il faut qu'elle est formatée à dire oui, à être sage, humble, ce qui m'a porté préjudice plus tard dans le milieu professionnel, parce que l'humilité, ça n'a pas lieu d'être dans un entretien professionnel. Donc j'étais quand même timide et je ne savais pas me mettre en avant, je ne savais pas me mettre en valeur parce que j'ai été éduquée comme ça. D'accord. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau personnel, psychologique, pour mettre de côté... ce qu'on m'a inculqué, même si tout n'est pas... tout n'est pas à rejeter. Oui, voilà. J'ai pris ce qui me semblait bon et j'ai laissé le reste parce que c'est d'autres générations, c'est d'autres contextes, c'est d'autres parcours de femmes. Et je m'identifie pas du tout à toutes ces femmes je veux dire, c'était... elles ont eu quand même des vies difficiles où il a fallu qu'elles se battent beaucoup pour arriver... Bon, mais de toute façon, moi, je vais vous poser après une question justement par rapport à ces personnages de votre roman. Oui. Et peut-être on va faire une petite pause musicale avant de reprendre sur d'autres questions. Wanakam Réunion Radio, au fil des mots. Wanakam Réunion Radio, au fil des mots. Shilpa Devi,
Nous venons d'écouter 2 belles chansons que vous avez choisies. Vous pouvez nous dire pourquoi ce choix? Oui, alors la première chanson, c'est du Mahakavi Bharatiya. C'est un écrivain Oui. et poète tamoul Mhm. qui a beaucoup écrit pour l'émancipation féminine. Donc il a vécu de 1882 à 1921 dans l'Inde britannique. Mhm. Et il était mu par un idéal progressiste et réformiste. Il a beaucoup milité pour l'indépendance de l'Inde et côtoyé Gandhi et tous les grands. Et c'était une chanson, donc la chanson s'appelle Odi Vilaya de Papa, Ni Oindirkalaga de Papa. C'est une chanson que chantait ma mère quand j'étais enfant. Elle m'apprenait ces vers-là, qui s'adresse aux petites fillettes pour leur dire il faut que tu sois toujours active et pleine d'énergie. Voilà, c'était ça. D'accord. Et la deuxième, c'était bien sûr le célèbre compositeur tamoul, c'est A.R. Rahman. Et là, le film s'appelle Kadal. C'est une histoire d'amour entre 2 orphelins. C'est un film qui m'a marqué, autant l'histoire, les acteurs, la musique, la mise en scène, tout était très beau dans ce film, donc D'accord, voilà, très bien. On continue notre émission avec l'auteur franco-pondichéриenne Shilpa Devi. Et donc, alors la prochaine, la question que je vais poser à notre invité, ça porte sur la poésie qui est très présente dans son roman. Et Shilpa Devi, donc c'est un genre littéraire qui vous plaît particulièrement, la poésie? Oui, les citations que j'ai mises sont des auteurs que j'affectionne tout particulièrement. Rabindranath Tagore, bien sûr, c'est celui qui a dit tout ce qui n'est pas partagé est perdu pour toujours. Donc ça, c'est ma devise. C'est aussi l'essence de mon roman. D'accord. En ce moment, je suis en train de lire justement des nouvelles de Rabindranath Tagore qui s'appelle Au bord du Gange. Donc il parle beaucoup des femmes. Et bien sûr, il y a... C'est la jeune fille qui rencontre le gourou au bord du Gange? Entre autres, il y a aussi l'histoire de la veuve, il y a l'histoire du squelette qui est... Oui, tout à fait, c'est vrai. qui est plutôt marrante. Et voilà, il y a beaucoup de... les femmes sont très présentes dans ces romans. Et puis, bien sûr, il y a Paulo Coelho qui m'a marqué avec L'Alchimiste. Et puis, je parle aussi de Khalil Gibran, mais je ne le connais pas en tant que... J'ai jamais lu ses ouvrages, mais par contre, j'aime bien tous ces... J'ai lu beaucoup d'extraits de ses poèmes que j'apprécie beaucoup, donc j'ai un peu mis en... Oui, j'ai vu que en valeur que ces auteurs étaient très présents dans l'ouvrage. Et en fait, et la poésie, d'après vous, elle apporte quoi à la société et à vous-même? C'est une façon... c'est la beauté. Pour moi, la poésie, c'est la beauté des mots, mais pas seulement ça... j'ai mis aussi ça en lumière dans mon roman que je qualifierais de roman sensoriel, parce que je développe dans le roman les 5 sens à travers les couleurs, les parfums, les musiques, les saveurs de l'Inde, mais aussi la sensualité. Donc dans ce roman, bien sûr, je parle de ce qui est problématique pour les femmes, mais pas que. Il y a aussi toute cette beauté qui émane de ces femmes qui, malgré des conditions de vie qui sont particulièrement difficiles, elles restent quand même... Oui, ça vient contraster un peu avec les conditions de vie. Voilà, elle reste quand même une femme... avec toute la beauté, l'esthétique, la poésie qui va autour. Et il y a beaucoup d'auteurs. Et dans mon enfance, par exemple, il y a des auteurs qui m'ont beaucoup marqué,
comme Sujata. C'est un homme hein, qui a pris un pseudonyme de femme pour écrire. Et lui, il avait cette façon très esthétique et sensuelle de décrire les femmes sans tomber dans la vulgarité. Je pense qu'il m'a beaucoup influencée. Et il y avait aussi Siva Shankari. Elle, c'est une écrivaine engagée qui milite pour les droits de la femme. Donc c'est l'autre côté. D'accord. Et Shilpa Devi, d'où vous vient cette, on va dire, cette tendance un peu naturelle vers l'impressionnisme un peu dans votre approche de l'environnement? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une description détaillée des... Oui, c'est un peu mon monde intérieur. Là où je me réfugie quand le monde extérieur est trop sombre. Donc c'est toute la beauté, bien sûr, c'est la faune, la flore, les arts. Oui. Bien sûr, vous verrez dans mon livre, il y a une fleur qui est dédiée à chaque héroïne. D'ailleurs, les nouvelles commencent comme ça. Oui, oui. Oui, j'ai vu avec le frangipanier, on a le lotus. Le saint-pengui, qu'on connaît beaucoup moins, ce sont des petites fleurs vertes jusqu'à très odorantes. L'orchidée, voilà. Il y a le jasmin que j'adore. Oui, oui. Bien sûr, il y a... ça fait... depuis enfant, en plus, j'ai senti que les femmes tamoules, elles étaient, comment dire... Elles étaient imprégnées par toutes ces senteurs, ces odeurs, parce que je parle aussi beaucoup des rituels féminins ancestraux. Oui, oui, oui. Voilà, bien sûr, il y a les rituels de beauté avec le curcuma, le santal, pas que, il y a aussi les bijoux. Et chaque bijou a une signification, aussi bien les chaînes chevilles, les métis, vous savez, les anneaux de pied qu'on met oui. Pour les femmes mariées, tout ça, ça a une signification et j'en parle parce que souvent on englobe tout dans la religion. Et surtout, moi je trouve que tous ces rituels féminins, ce sont des rites de passage pour marquer des moments importants dans la vie d'une femme qui sont très beaux. Par exemple, la cérémonie des premières menstruations de la fille, c'est très joli, de la façon dont les femmes se réunissent pour célébrer ça. C'est des célébrations, comme la cérémonie du 7e mois de grossesse. De grossesse, oui. Pardon. Oui, balekapu, on appelle ça. Et voilà, il y a beaucoup de cérémonies dans la vie d'une femme tamoule. Et avec la maturité, je comprends mieux la signification et la beauté de tout ça. Et puis la sororité qui se dégage, parce que ces rituels se passent entre les femmes. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu la même chose aussi lors de la fête de Durga, non? Il y a oui, les femmes qui voilà, c'est l'énergie féminine. Bien sûr. Tous les jours. Oui, et dans mon livre, l'énergie féminine, elle est très présente. Oui, oui. La double lecture va permettre de déceler que, voilà, au-delà des mots. Oui, tout à fait. Parce que j'ai vu qu'effectivement, le livre est traversé par une série de textes, de poètes. Oui, j'ai voulu mettre aussi l'amour en avant. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu désuet de parler d'amour, alors que c'est l'amour qui sous-tend la vie. On vit une drôle d'époque où tout est virtuel, les gens se rencontrent sur le net, ils se font la course sur le net, ils consomment sur le net et ils rompent sur le net. Donc pour moi, ça me paraît bizarre. C'est pas ma vision de l'amour, pour moi tout se vit dans le réel et non pas dans le virtuel. Donc, et c'est vrai que c'est un peu le rôle de la poésie aussi. Oui, bien sûr. Justement, d'augmenter un peu cette sensibilité. Je voulais apporter aussi, parce que pour moi, je parle un peu de la sensualité, mais c'était indissociable de la féminité, parce que l'épanouissement de la femme passe aussi par sa sensualité. Bien donc je voulais pas la censurer. Mais d'ailleurs, cette sensualité, elle transparaît bien dans
dans le texte intitulé Ivresse latine. Oui. Hein, l'enivrement de Cavida, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est un moment privilégié pour Oui, en ça matière c'est de... des petits textes que j'ai écrits Oui. qui sont dans un contexte que j'ai associé aux héroïnes de mon roman, Oui. oui. D'ailleurs, c'est un peu la même chose aussi pour le texte de Paulo Coelho, l'alchimiste, où il est, enfin, voilà, où il énonce que l'amour est une force sauvage. Oui, je trouvais que c'était... voilà, ce sont des auteurs qui parlent d'amour, Oui. et je trouvais que c'était important de mettre en lumière toute cette... tous ces sentiments amoureux qui... voilà, je trouve que... Qui ont du mal parfois à s'exprimer. S'exprimer, mais tout est... Des choses aussi importantes n'ont pas lieu d'être pudiques. Voilà, c'est l'amour qui sous-tend la vie. Donc nous, c'est l'amour qui nous unit, nous les humains. Donc à juste titre, voilà, c'est... Il faut les laisser s'exprimer. Voilà, vous avez tout résumé. En fait, Shilpa Devi, jusqu'où sont prêtes à aller ces femmes pour s'émanciper? C'est-à-dire, c'est un vrai, le combat de leur vie, c'est dans... Oui, elles essayent de se défaire de ces carcans. Oui. Et à un moment donné, elles croisent d'autres femmes qui leur donnent l'impulsion, parce que dans chaque nouvelle, vous allez découvrir, ça c'est le fil conducteur qui relie toutes ces nouvelles. Oui. Il y a toujours des femmes qui sont là pour guider à un moment donné quand ces jeunes femmes se sentent perdues, et même des hommes, parce que le but n'est pas d'opposer l'homme et la femme, c'est de pacifier les relations. Donc ce ne sont pas nos ennemis, les hommes sont notre moitié. Donc à juste titre, oui. il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont derrière la réussite de ces femmes. En fait, la voie de l'émancipation qui est choisie en quelque sorte à travers ces personnages s'oriente un peu plus vers la conciliation que le conflit, en fait. Ah oui, moi je suis complètement dans ce chemin. Pour moi, c'est pas... c'est la mixité. La complémentarité. Mais voilà, voilà, entre l'homme et exactement. la femme. C'est pas opposer les deux. C'est pas dans la domination, dans la revendication. C'est essayer de trouver un terrain d'entente pour cheminer ensemble, parce que voilà, on est... Et cette demande de ces femmes sont comprises selon vous et acceptées dans la société Pas indienne toujours. Justement, il y a cette ambiguïté dans la société, non seulement dans la société, beaucoup dans la société indienne, bien sûr, parce qu'elles sont déifiées d'une part et maltraitées de l'autre. Oui. Avec l'actualité, des fois, on voit tout ce qu'elles subissent, ces femmes. Mais dans la société, en général, quel que soit le pays, il y a toujours... des choses en surface et d'autres qui... les choses se passent autrement sous couvert, donc oui. On est loin de la parité encore. D'accord. Est-ce que vous Shilpa Devi, vous partageriez l'affirmation d'une écrivaine qui s'appelle Belinda Cannon et qui disait que la transformation, justement, si on parle d'égalité entre hommes et femmes, que la véritable transformation sera réelle que quand l'entreprise de séduction sera partagée. C'est que là, je pense que aussi bien l'homme que la femme peut séduire. Quoi. Oui. Et moi, j'appuierais surtout sur... pour moi, la base de tout, c'est l'éducation. Oui. C'est l'éducation, c'est-à-dire que depuis leur enfance, les filles doivent être éduquées dans ce sens-là, à prendre en main leur destin, à faire des choix, à s'affirmer, à savoir... Voilà, et puis même, c'est les mères qui ont ce rôle souvent. Bien sûr. Ce rôle précieux d'éduquer aussi bien les garçons à respecter les filles, et les filles à s'épanouir en tant que femme, en tant qu'adolescente. Donc, bien sûr, il n'y a pas que ce rapport à la séduction, mais moi, je mise surtout pour la femme. C'est surtout, bien sûr,
c'est les études, avoir une formation, un métier, travailler, être autonome financièrement, ne pas dépendre des autres. Oui. Ça, c'est pour moi, Bien sûr. C'est ça qui fait que... C'est important, c'est vrai. Oui, Parce que c'est la base de tout. On parlait d'éducation, même en termes d'orientation. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de filières qui ne sont pas suffisamment occupées par les femmes, Oui. notamment les filières scientifiques, etc. Oui. Enfin, Oui, petit à petit, ça change. Même voilà. en Inde, il y a Oui. maintenant des pilotes. Oui, voilà, ça change, heureusement. Oui, heureusement. Et ça se fait petit à petit, mais c'est aux femmes aussi de prendre leur place dans la société. Oui. Ne pas attendre toujours qu'on veuille bien... leur montrer ou leur donner. Donc tout ça, ça se passe à l'enfance. L'enfant une petite fille qui a été choyée, aimée, éduquée de manière identique Oui. à un garçon, elle va plus facilement évoluer et prendre sa place dans sa vie d'adulte qu'une petite fille qui a été discriminée au profit du garçon. Voilà, c'est... Wanakam Réunion Radio, au fil des mots. Shilpa Devi, nous venons d'écouter à nouveau 2 autres extraits de votre playlist. Vous pouvez revenir sur les raisons de votre choix, surtout que la première chanson qu'on a écoutée remonte bien dans le temps. Oui, c'est une très vieille chanson que chantonnait ma mère. C'était sa chanteuse préférée, MS Subbulakshmi. Donc cette chanson s'appelle Katrinile Varum Gidam, c'est tiré du film Mira qui date de 1945, donc c'était un petit hommage à ma mère. Très bien. Et la deuxième chanson c'est Vidya Vox, c'est une jeune femme que j'aime beaucoup, c'est une chanteuse indo-britannique qui fait du smash-up, qui fusionne la musique indienne et la musique pop. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses vidéos, la mise en scène, sa voix, parce que c'est une fille qui a eu une enfance difficile et qui a été très critiquée. Elle a eu quand même le courage de dépasser tout ça, de s'affirmer et de continuer de croire en ce qu'elle était et ce qu'elle faisait. C'est pour ça que je l'ai choisie. D'accord, un exemple de résilience. Voilà, absolument. Et est-ce que, par rapport à, justement, parce que la lutte des femmes, pour leur émancipation, est une donnée récurrente dans le monde d'aujourd'hui, vous y voyez des correspondances particulières avec d'autres pays, où c'est très présent aussi cette lutte des femmes pour leur reconnaissance, leur émancipation? La majorité des pays. Même chez nous, en France, on lutte tous les jours, bien sûr, pas seulement au niveau professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a une régression par rapport au code culturel, même au code vestimentaire. J'ai l'impression qu'il y a une régression, il y a beaucoup de choses qui sont... D'accord. Et en fait, cette exploration de la sensualité, justement, qui est traitée dans l'ouvrage, est-ce que c'est une nouvelle donne dans la littérature francophone, francophone indienne? Oui, je pense que je dois être l'une des rares à parler d'érotisme dans mon roman. Oui. Ça me tenait à cœur, parce que j'ai été toujours indignée par les mises en scène filmées et écrites où les femmes sont avilies. D'accord. Et n'en parlons même pas de la pornographie qui domine qui est encore très présente dans la société contemporaine. Oui, voilà, qui dégrade les femmes. Donc je voulais apporter ma touche de ce que pourrait être l'érotisme, avec beaucoup d'esthétisme. J'utilise beaucoup de métaphores. C'est très imagé. Mais l'exercice est réussi, je pense. C'est les lecteurs-lectrices, oui, j'ai hâte de... les gens, ils sont un peu réticents dès qu'ils voient ce côté érotique, alors que pour moi, c'est pas un sujet tabou. Ça fait partie
de l'épanouissement d'une femme, l'épanouissement sexuel en fait partie aussi. Donc, il n'y a pas de tabou à aborder le désir de la femme. Il faut le banaliser et non pas le diaboliser. Oui, tout à fait. Et parmi ces femmes que vous évoquez dans votre livre, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Sans parler d'identification, je veux dire, est-ce que parmi ces femmes, entre Kavida, Nila, Vina, Oui. Mala, Salima ou Celle de la couverture, elle s'appelle Malheur. Mala, Malheur qui veut dire fleur en tamoul. oui, Donc c'est une jeune veuve. Elle a été mariée, on lui a fait un mariage arrangé et puis son mari décède dans les jours qui suivent leur mariage. oui, oui. Donc elle se retrouve un petit peu au banc de la société. Et je dépeins de ce qu'est sa vie à cet âge-là, d'être écartée, Oui, mis de côté de tout ce que pourrait être l'épanouissement. Je veux dire, elle vit les affres du veuvage, c'est-à-dire elle est dans une famille traditionnelle qui est régie par les codes de l'hindouisme, donc on l'oblige à vêtir le blanc, à ne pas mettre le poteux sur le front, le point rouge. oui, Voilà, elle a pas de vie je veux dire de vie intime. Elle est vraiment reléguée au plan d'objet d'accord. et elle sert un peu de bonne à tout faire dans la famille. Donc ça, c'est celle qui je la porte un peu dans mon cœur, celle-ci, parce que j'ai vu une cérémonie de veuvage dans mon enfance qui m'a beaucoup marquée. Et c'était une jeune tante qui a perdu son mari. Et j'ai vu la cérémonie que je décris dans cette nouvelle. Oui. Et ça m'a traumatisée, ça m'est resté même des années plus tard. Quand j'y pense, je me dis, mais Quelle culture. qu'est-ce que c'est violent. Oui, Bien sûr, il y a tout ce côté où je décris les cérémonies de puberté, de grossesse, tout ça, qui sont très belles. oui. Et il y a l'autre côté, par exemple, cette cérémonie de veuvage où ouais. on lui... On lui affirme avec une telle violence Ouais. que maintenant, elle ne sera plus Oui, une c'est ça. femme. Donc c'est... Ouais. Et ça se fait... C'est un sujet qui est d'actualité en Inde. Il y a toujours dans Oui, des familles où oui. ça se passe Il y a comme peut-être ça. lieu de s'interroger Ouais. sur ces Il y a pratiques. bien sûr, quoi. il y a le remariage des veuves, mais c'est loin d'être le cas de beaucoup de femmes. Bien sûr. Et est-ce que, justement, l'écriture de ce roman, est-ce qu'elle a provoqué des changements chez vous, chez le Padevi? Oui, ça m'a... c'est-à-dire que ça m'a obligée à me replonger dans mes racines. Oui, Et j'ai compris beaucoup de choses que j'avais pas compris quand j'étais enfant ou ado. Et justement, c'est pour ça que je mets en valeur ces cérémonies, qu'elles soient... oui. toutes les cérémonies, qu'elles soient positives ou moins positives. Tout ceci a une signification. En tout cas, les religions, tous ces rites qui sont rattachés à des religions ont d'autres significations qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on laisse imaginer. Donc voilà, c'est... D'accord. Et est-ce que, selon vous, la littérature, justement, peut nous aider à mieux vivre nos existences ordinaires mais aussi à faire face au monde et remédier aux souffrances sociales et est-ce que, elle a un peu ce rôle un peu réparateur, comme parlait justement Mélisse de Kerangal, qui avait écrit un livre en 2014, Réparer les vivants. Oui, en général, c'est pour donner matière à réflexion, Oui, pas pour imposer ou donner des leçons, c'est juste emmener les gens à réfléchir à leur vie, à ce qui est pas là dans mon roman. Voilà, ces histoires d'amour servent simplement de socle pour que les femmes puissent réfléchir Oui. de ce qu'elles veulent au fond. Est-ce que c'est...
qu'est-ce qu'elles privilégient dans leur vie. D'accord. Et est-ce que ça vous a permis de vous réconcilier avec Oui, bien une sûr. part de... voilà. Oui, bien sûr, j'ai trouvé ma place parce qu'à un moment donné, bon, moi c'est particulier parce que j'étais baignée comme ça dans la double culture et à un moment donné, la question s'est posée. C'est le lot de tous les déracinés. Hein, c'est la question identitaire se pose à un moment donné de leur vie. Donc moi, je me suis posé des questions et bien sûr, maintenant j'ai su allier la française que je suis avec mes racines tamoules. D'accord. Donc j'ai trouvé cet équilibre. Et c'est pour ça que j'aime bien l'île de la Réunion parce que ça me rappelle la société multiculturelle pondichéриenne où j'étais habituée à ces différences et j'étais entourée de gens de diverses ethnies, cultures, religions. Et je retrouve tout ça ici. D'accord. Et la Réunion, il y a justement, vous êtes de passage dans l'île. Oui. Vous comptez revenir ? J'espère. C'est pas la première fois. Je suis déjà venue plusieurs fois à La Réunion. J'y ai vécu, j'y ai travaillé. Et vous vous y plaisez bien ? Bien sûr. C'est pour moi l'île de La Réunion, c'est un pont entre Pondichéry et la France. C'est un joli compromis pour moi. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être à Pondichéry. D'accord, bon, très bien. Et en fait, votre livre s'adresse à des lecteurs en particulier, Shilpa Devi ? Je suppose. Peut-être les femmes d'abord ? Oui, je dirais principalement aux femmes, mais bon, je ne veux pas cataloguer comme ça, mais tous ceux qui s'intéressent à Pondichéry, qui aiment les voyages, qui aiment l'exotisme, voilà, vont trouver leur compte. On voyage beaucoup. Hein. Oui. Bien. Alors, nous arrivons, je pense, un peu au terme de notre entretien. Et en fait, je voulais vous poser encore quelques questions. Je voulais vous demander si vous aviez des nouveaux projets d'écriture. Bien sûr. Oui. C'est sans trop dévoiler, je veux dire. Une des raisons de ma venue à La Réunion, où je m'intéresse beaucoup à la vie des engagés indiens. Oui. Et ça m'émeut toutes ces histoires. Et d'ailleurs, dans mon roman, j'ai relié l'histoire de la Guadeloupe à Pondichéry. Déjà, Pondichéry est jumelé avec Basse-Terre en Guadeloupe. Et j'ai pris connaissance de ce pan de l'histoire des coulis indiens qui ont été déracinés, qui sont arrivés en Guadeloupe. Oui. Et j'ai voulu le mettre en lumière dans mon roman. Donc voilà, c'est... qui sait ce que ça va... De toute façon, là, j'emmagasine plein de choses, plein d'expériences. Je rencontre plein de gens et tout ça est stocké dans mon cerveau et ça va ressortir quand je serai dans ma grotte au calme. D'accord. Et des sujets d'actualité qui vous interpellent un peu en ce moment ? Je dirais, moi je pense toujours à des sujets qui se rapportent aux femmes en général. Oui. Et j'aimerais que ça, j'en entends beaucoup de choses sur la violence faite aux femmes, sur les discriminations. D'accord. Et puis surtout en Inde, il y a des choses horribles qui se passent pour les femmes. Et il faut que ça évolue tout ça, qu'il n'y ait plus... Non, mais je pense qu'on vous a entendu, en tout cas, à notre niveau. Et peut-être pour un portrait chinois, Shilpa Devi, si vous étiez une fleur, par exemple. Je dirais la fleur de frangipanier. Frangipanier. Oui, parce que c'est une fleur qui est dédiée comment dire. Déjà, l'arbre est sacré, l'arbre de frangipanier est sacré. Oui. Et c'est une fleur de dévotion. Elle exprime la beauté. Et puis, je l'aime aussi pour sa beauté, le parfum du frangipanier. D'accord. Si vous étiez un personnage ?
Un personnage vivant Oui, oui, enfin, un peu, ou pas forcément, enfin, quelqu'un qui vous avez envie voilà, peut-être de ressembler, ou enfin, qui vous a marqué. Je vais vous faire rire. Celle qui m'a marquée dans mon enfance, c'est Martine. Je lisais Martine. D'accord, les petits. Et la petite fille courageuse qui est aventurière, je pense que j'ai pris d'elle. Et D'accord. qu'elle m'a insufflé beaucoup de Bon, ben, de courage et de... oui, oui, d'accord. Et un plat? Peut-être quelque... masala dosa, sans Masala hésiter. dosa, ok. Et un fruit? La mangue. La mangue. Oui, et je me régale en ce moment. Je suis arrivée au bon moment, là, je me Ah oui, régale. on est en pleine saison des fruits, là. Et les laitues aussi. Oui. Peut-être un péché mignon? Un péché mignon. Oh, je sais pas trop. Oui. Oh, Bon, j'aime bien manger, donc, mais je me freine toujours parce que... voilà. Vous n'avez mais- pas de préférence particulière? Oui. J'aime bien tous les petits déjeuners indiens, j'adore, que je trouve pas ici. Bien sûr, je Oui. cuisine, D'accord. mais les petits déjeuners indiens, je préfère les manger à Pondichéry, ça n'a pas la même saveur. Bon. Avant de nous quitter, maintenant, l'auteur Gilles Shilpa Devi va nous donner lecture d'un extrait choisi de son roman. Donc, on l'écoute. Alors, j'ai choisi la nouvelle qui s'appelle L'orchidée pourpre nommée Passion. Banida prit son vélo et s'arrêta au Chinnamanigunde, jouxtant le petit marché. Datant de 1892, l'horloge de la petite tour, à l'angle des rues Bussy et Gandhi, est historique, à l'instar de ses grandes sœurs de Goober Market et de Mutialpet. Elle acheta une grande quantité de fruits aux vendeurs ambulants, tirant son chariot. Puis elle se dirigea vers la rue Laporte, où l'hospice des personnes âgées de Saint-Joseph de Cluny semblait paisible en apparence. De frêles silhouettes en sari firent leur apparition, ayant reconnu l'habitué des lieux. Certaines s'étaient attelées à la cuisine, d'autres préparaient le service. L'autonomie des résidents y était encouragée. Les vieillards étaient un peu à l'écart, hagards dans leur dortoir au lit de fer, où l'accueil fut plus timide. Banida salua les visages connus et inconnus. Ces démunis avaient atterri ici en dernier recours, affaiblis par la maladie ou rejetés par leur famille. Dans ce pays où les minima sociaux étaient inexistants, ces laissés pour compte vivautaient dans le sombre espoir de négocier au plus tôt le passage vers la lumière. Comme chaque dimanche, la paroisse de Notre-Dame-des-Anges de la rue de Mas était très fréquentée. Ce monumental édifice aux couleurs ocre et crème faisant face au soleil levant du golfe du Bengale datait de 1851. Il était séparé du cours Chabrol par un jardin carré où trônait une statue de Jeanne d'Arc en armure et étendard. Quelques heureux retraités jouaient à la pétanque, fiers d'exhiber leurs talents, ainsi que leur authentique boule de pétanque de Marseille ramenée à leur tour de service militaire sous le drapeau français. Banida ressentit le besoin de prier. Elle se glissa discrètement dans l'église. Sous l'imposante nef aux larges arcades, des familles endimanchées étaient rassemblées pour la messe qui venait de démarrer. La seule célébrait en français dans l'ancien comptoir. Il y régnait une ambiance solennelle. Elle s'agenouilla pour faire le signe de croix, puis s'assit sur le bord du banc en teck à côté d'un couple âgé se tenant par la main. Leur apparente tendresse l'émut aux larmes. Elle s'imaginait bien ainsi ses vieux jours avec Artus. 3 points de suspension. Voilà. Très bien. Écoutez, bon, ben, en tout cas, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission culturelle. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Et tous mes remerciements encore à Shilpa Devi pour son passage ici dans le studio de Vanakam Réunion Radio. Alors, en tout cas, bonne continuation, Shilpa Devi. Merci beaucoup. Et je vous remercie, Richard, de ouais. m'avoir donné la parole. Et puis aussi toute l'équipe qui est présente Oui. pour... Et en tout cas, bon vent pour vos futurs projets. Et moi, je voulais surtout vous dire merci pour la puissance d'évocation que j'ai pu noter dans votre ouvrage et qui a permis justement de magnifier ces femmes en dépit de leurs conditions de vie. Oui, voilà,
j'espère que ce sera aussi audible pour les lecteurs-lectrices. Voilà, en tout cas, merci encore. Merci et puis, à au vous. plaisir de vous revoir dans le studio. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.